des œuvres conséquentes. Mais bon, là, c'est des exemples schizophréniques, mais il y en a quand même dans l'histoire, même l'histoire de France ou l'histoire européenne, des gens qui sont devenus Jules César, Louis XIV, Napoléon, c'est pas très net. Hein. Alors c'est plutôt sur le versant paranoïaque. C'était pas vraiment. Oui. Ils voyaient pas que les gens rigolaient dans le bus, hein, comme vous, hein, mais ils avaient réussi à avoir un statut assez conséquent sur leur folie. Bon, c'est pas cela dont on parle, c'est encore une autre catégorie de personnel. Oui, mais ce que je parlais ça, parce qu'eux ils sont sûrs de leur coup. Mais l'exemple que je voulais citer par rapport au petit débat là, sur le brevet de dépression, en ce moment on ne sait pas vraiment, et c'est peut-être là où on apprend les choses, quoi. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est aussi vous féliciter d'abord de votre expérience, puis finalement le métier d'avocat, vous avez votre brevet, vous êtes un très bon avocat de vous-même, il n'y a jamais... Voilà, vous l'avez, hein. Il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est marrant que vous disiez ça, parce que quand j'ai fait le concours aide-soignant, à l'oral, on m'a dit, non mais attendez, ça se passait très bien jusque-là, et j'ai sorti la grosse question piège, j'arrivais gros comme une c'était la dernière question, et puis je vois le jury qui me regarde un peu bizarrement, mais dans votre dossier, vous avez fait du droit avant. Mais vous voulez faire quoi exactement? Et là je me dis oulala. Et donc du coup je leur explique que je voulais faire donc avocat en matière de droit pénal. L'étude des droits. Oui. Et donc du coup je leur dis que je voulais faire du avocat en droit pénal. Et donc je développe en disant que c'est du service à la personne et qu'aide-soignant c'est aussi du service à la personne. Donc là j'ai vu qu'ils souriaient et que c'était passé, mais j'avoue j'ai eu chaud. Mais heureusement qu'il y a un parcours, voilà, qu'il y a des gens qui, comme ça, en psychiatrie. D'ailleurs, vous parlez assez brièvement par rapport à tout votre livre de votre passage en psychiatrie, mais c'est vrai que ce qui marque, c'est quand même les premières semaines, c'est beaucoup de silence, quoi. Vous dites ce qui vous marque, c'est qu'on ne vous parle pas, que les aides-soignants vous évitent presque du regard. En tout cas certains. C'est aussi l'impression que j'ai, la sensation que j'ai. Parce que du coup, je me souviens que c'est compliqué parce que du coup je dormais 20 heures sur 24. Donc il y a eu des moments où ils sont venus, je me souviens qu'ils sont venus par exemple me réveiller pour manger, pour le goûter, tout ça. Mais comme j'étais pas en état de me déplacer et puis que j'étais très fatigué, je me suis rendormi tout de suite. Donc la communication aussi est vite coupée. Mais par contre, après, quand le traitement a diminué et que je suis retourné un petit peu à la vie, l'équipe soignante est venue vers moi et m'a vraiment plaidé. Hein, moi. Mais c'est vrai qu'au début, quand moi, en fait, du fait que mon papa est militaire, j'avais ce côté, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas pleurer. Même s'il m'a pas forcément inculqué, c'est l'image que j'en avais. Et du coup, quand je suis arrivé à Guillaume-Régnier, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai pleuré, j'ai pété un câble, j'ai pris mon téléphone, je l'ai explosé par terre parce que je pensais que j'étais sur table d'écoute, plein de choses comme ça. Et mais du coup, j'avais honte, j'étais pas du tout à l'aise avec tout ça. Et c'est vrai que l'écriture de toute clarté, ça m'a permis d'accepter tout ça, mais il faut beaucoup de temps. Quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, j'ai essayé de travailler 2 ou 3 mois après, mais j'ai pas réussi. J'avais des difficultés de concentration, j'ai essayé d'être téléopérateur. J'ai fait la formation, mais une fois dans l'entreprise, j'allais pas assez vite, j'avais des difficultés de concentration, j'oubliais des choses, c'était compliqué quoi. Et il m'a fallu 2 ans pour accepter déjà la maladie, puis être dans le déni, et puis pour pouvoir me concentrer, me projeter, faire des choses quoi. C'est vrai que ça prend du temps quoi. Faut être patient en fait. Faut être patient avec soi-même dans cette maladie, mais il faut se dire que chaque victoire d'un jour est une belle victoire. Il ne faut pas baisser les bras au premier échec parce qu'il n'y a pas forcément. Il faut être très courageux aussi. Et puis, en fait, le courage, il vient de l'expérience. Chaque personne qui vit quelque chose de douloureux, ça va attiser en elle une forme de courage parce que pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir puiser des ressources qu'on n'imaginait pas forcément en fait. Et donc du coup, on va puiser du courage. Et puis on va être toujours plus malheureux que soi en fait. Comme on voit plus malheureux que soi, on se dit on a de la chance. Même si on a la maladie ou autre chose, on se compare aux autres sans en tirer du plaisir, mais on se dit nous on est mieux, on a une meilleure situation que les autres. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est ce qu'on dit. On pense que les autres ont la vie meilleure, mais c'est pas forcément le cas. C'est vrai, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure,
ce qui toi va te faire profondément souffrir, Oui, peut-être qu'une autre personne, ça lui passera au-dessus. Et... Oui, c'est ça, c'est... Moi, je voulais te demander par rapport à ton statut de soignant, est-ce que tu as du coup une manière particulière de travailler qui du coup va à l'encontre peut-être de tes collègues, parce que toi tu as justement ton parcours, ton expérience qui est très riche. Est-ce que du coup il y a des prises de bec, il y a des protocoles actuels qui ne te parlent pas, enfin voilà, par rapport à ce que tu as enseigné aussi à l'école? Il y a des choses, je dirais que moi je suis quelqu'un qui suis dans le dialogue. Donc après, je n'impose pas aux autres aides-soignants de faire comme moi, mais je leur demande de respecter le fait que moi je ne fasse pas forcément comme eux. Voilà. Et à partir de ce postulat-là, on se respecte, on discute. Des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Mais est-ce que moi je vais faire forcément mieux que les autres? Pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ce qui va marcher un jour sur une personne, des fois, tu refais la même chose une semaine après, ça marche déjà plus, il faut déjà te réadapter. En fait, être soignant, c'est vraiment un métier où il faut se remettre en question souvent. Si tu te dis non, ce que je fais, c'est forcément bon, il ne faut pas faire ce métier. Parce que il faut toujours se remettre en question, et c'est le plus dur en fait. Il faut se remettre en question. C'est caractéristique de tous les métiers de soins. Oui. Dès qu'on touche à l'humain, on touche à quelque chose d'indéfinissable, qui est en perpétuelle évolution. Donc, Surtout que les personnes sont en souffrance et certaines réagissent mal face aux aides-soignants et aux infirmiers. Du coup, ça peut arriver, bien sûr. Vous prenez des choses, J'ai appris quelque chose. Qui peuvent vous déstabiliser justement. En fait, moi, quand j'étais interné, quelque chose que j'ai appris, c'est que, et ça, je me souviens, il y avait un aide-soignant qui était venu pensant, je pense, bien faire, en me disant, en me demandant ce que je ressentais, et en me prouvant par A plus B que tous mes délires étaient faux. Mais du coup, comme quand il m'a dit ça, moi je l'ai vu comme un ennemi en fait. Et après, quand j'ai été aide-soignant, je me suis dit en fait, au lieu de prouver par A plus B que le délire est faux, le mieux que je puisse faire, c'est au moins d'essayer de le comprendre pour voir dans quelle situation la personne est. Sans juger, sans dire c'est bien ou c'est pas bien, au moins savoir dans quelle situation elle est dans son esprit, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas en fait. Et c'est l'empathie, quoi. Et c'est aussi penser que la réalité de l'autre n'est pas forcément la même que la tienne. Exactement. Et puis comprendre que c'est la première souffrance, c'est cet isolement quand même, quoi, dans lequel que vous décrivez aussi, dans lequel vous étiez, puis dans lequel la personne. Et si on commence à se poser comme ça de manière frontale à son délire, ça fait que la renforcer. Hein. Exactement. Et je me souviens quand j'étais à l'hôpital, il y avait une fenêtre dans la chambre et je passais longtemps à la regarder en me disant peut-être qu'un jour je pourrais sortir. Et la personne, je rebondis sur ce que vous disiez déjà, Julien, la personne qui m'a beaucoup aidé à l'hôpital psychiatrique, un jour il est venu me voir et il m'a dit Florent, arrête de rester prostré devant cette fenêtre. Et puis aussi, il y avait une horloge que je regardais et puis je restais prostré devant l'horloge en me disant voilà, le temps il m'échappe. Maintenant c'est ça ma vie en fait, quoi. Et il m'a dit si tu vas mieux, si tu prends bien ton traitement, un jour tu pourras aller dans le parc. Et du coup, tac, petite lueur, et ça m'a tenu pendant quelques temps jusqu'au jour où j'ai pu sortir. Et là, ça a été le déclic. J'ai commencé à écrire juste quelques lignes, parce que j'étais pas encore en capacité de me concentrer énormément, mais j'ai mis quelques lignes pour de l'introduction d'Obscure Clarté. Et ça m'a, même si j'étais pas bien, voilà, il y avait cette petite lueur, et c'est ce qui m'a tenu, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des patients qui savent que vous avez traversé tout ça? Est-ce que vous leur dites? Oui, ou pas du tout? Alors, ça dépend. Quand je sens que la personne, ça peut lui apporter quelque chose et qu'elle peut être réceptive, je vais le dire. Il y en a qui le savent déjà parce qu'ils en ont entendu parler, ou voilà. Mais si je sens que ça ne va pas lui apporter quelque chose, je vais peut-être... Et puis il faut attendre le bon moment aussi. Il y a des moments où on n'est pas en capacité d'écoute. Il y a des moments où on est en capacité d'écoute. Il faut savoir saisir les petites fenêtres. Ce que je dis souvent, il y a une personne par exemple qui était à l'hôpital et que ce soit moi ou les autres soignants, on n'arrivait pas à ouvrir un vrai dialogue avec elle. Elle se fermait systématiquement. Donc au bout d'un moment, moi je me suis dit, je vais venir la voir, lui parler normalement, mais je ne vais pas insister. Et le jour où je vois qu'elle a une réaction, ou que c'est elle qui vient vers moi, là j'y vais. Et donc j'ai attendu, bon, ça a pris des semaines, mais il y a eu un jour où, un matin, elle avait besoin de parler, c'était le moment. Donc là, il fallait prendre son temps, il fallait vraiment rester avec elle. Et là, j'ai appris plein de choses, et ça a été le début
de quelque chose d'autre pour elle. C'est vrai qu'il y a des moments où on n'est pas en adéquation avec l'autre, on n'a pas forcément envie de partager, il faut savoir ajuster en fonction du moment. Quoi. Ouais, et puis il faut maintenir une certaine distance quand même, parce que je crois que les aides-soignants n'ont pas le droit d'être amis avec les patients, même voire plus. Hein. Bah, ça dépend ce que tu appelles par distance. Pour moi, en fait, quand je suis au travail, c'est à 100%. Par contre, quand je suis en dehors du travail, je n'y pense plus. Ouais, Pour être honnête, quand je quitte l'hôpital, j'écoute de la musique, je fais du sport, j'écris, je regarde la télé, enfin, je vois mes amis, je n'y pense plus. Et le danger, ça peut être, de mon point de vue, bon, je peux me tromper, d'être tout le temps à cogiter dessus. Non, mais quand je parle de distance, en fait, c'est de pas trop raconter des choses personnelles, parce qu'après, les patients, ils pensent que vous créez des liens, ils peuvent s'attacher vraiment à vous et jusqu'à vous demander votre numéro de téléphone, des choses comme ça, vous voyez? Oui, c'est une question de dosage encore, parce que de toutes les façons, à partir du moment où on discute avec des êtres humains, il y a forcément un lien qui se tisse. Après, il faut savoir à certains moments mettre, je dirais pas une barrière, mais une limite. Mais c'est important aussi de pouvoir être dans la convivialité, et, dans la bonne humeur, sans paraître fermé, quoi. Oui, bien sûr. Ce sont des liens importants, mais dans un cadre donné. C'est comme avec les autres personnes de l'extérieur, la famille, elle n'est pas partout, là où on est. Donc il y a des cadres, il y a des lieux. Et la relation qu'on peut tisser avec les patients, c'est une relation de nature amicale, mais dans le soin. La filiale du serment d'Hippocrate. Mais c'est vrai qu'on se pose la question avec les patients, mais on peut aussi se poser la question par rapport à tes collègues dans l'équipe, parce que c'est une question qui c'est une question qui se pose, ça, bien sûr. Comment ça s'est passé? Comment tu leur as dit? Est-ce que c'est le moment de alors ça, c'est un passage important, parce que justement, effectivement... À moins que tu retrouvais des soignants, enfin je ne sais pas, des soignants qui avaient été soignants au moment où tu as été hospitalisé. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai publié le livre, et après, j'ai obtenu un CDI donc, dans l'hôpital psychiatrique, mais il y avait une seule... la CAP qui m'a reçu ne savait pas que j'avais eu cette maladie, je ne lui ai pas dit. Donc j'ai eu mon CDI, j'ai travaillé pendant 1 an là-bas, et après il y a eu des émissions dans lesquelles je suis passé, des passages sur l'Ouest France, etc. Et l'Ouest France, il faut savoir que qu'il est distribué partout, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, et donc du coup là où je travaillais, il était distribué. Il y avait un article sur mon livre qui paraissait, et donc du coup je savais que fatalement il y avait un risque qu'ils le voient, quoi. Et donc j'avoue, c'était l'après-midi, je commençais à 14h, et là je suis vraiment allé reculons au boulot en me disant, mais si les collègues d'après, comment ils vont réagir, enfin j'étais pas bien, du coup j'étais super stressé. Et donc je rentre dans l'établissement, je passe devant la secrétaire, et là elle me dit, Florent, il faut que tu vois la directrice, elle va te parler. Je me dis, ça commence très mal. Là je suis devenu blanc, je me suis dit, oh là là, ça commence très très mal. Et au final, au contraire, la directrice m'a félicité, elle trouvait que c'était génial. Mais en même temps, j'avais fait mes preuves, c'est-à-dire que ça faisait plus d'1 an que je travaillais là-bas. Il m'avait vu travailler avant, et j'ai eu cette chance-là parce que effectivement, on m'a posé la question quand j'ai fait une conférence à Paris, c'était de la science. Est-ce que tu conseilles de le dire à un entretien d'embauche? Moi, je ne conseille pas de le dire pour l'instant. En toute sincérité, non. Non. Quand tu as un CDI, s'ils l'apprennent par X ou Y raison, ok, mais ils ne peuvent pas te licencier pour ça parce que ça fait partie de ta vie privée. Mais voilà. Et pourquoi vous avez travaillé dans ce service si vous aviez été spécialisé? Est-ce que vous n'aviez pas de choix de travailler? Alors, moi je voulais travailler en psychiatrie, bon, Oui. parce que ça me parlait forcément. Mais quand je suis allé me présenter, franchement, il y avait une chance sur 100 que j'aille dans la même unité, je ne savais pas. Pour moi, j'allais aller dans une autre unité, c'était même évident. Et quand j'ai vu que c'était la même unité, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, j'ai eu une surprise au début, quoi. Je me suis dit, mais oula, comment tu vas faire Parce qu'en fait, Guillaume Régnier, c'est un hôpital qui est très 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 grand, avec beaucoup d'unités différentes. Et moi, c'était sûr que j'allais... Hein? C'est le seul de Bretagne. Non, ils ont plein en fait, Guillaume Régnier, ils ont un très grand hôpital à Rennes,
Et ils ont plein d'autres unités en Bretagne en fait. Ils ont plein d'autres, il y a d'autres hôpitaux, enfin c'est vraiment très très grand. Les Guillaume Régnier, pour moi c'était, je dirais pas une revanche d'y aller, mais c'était important, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, d'y retourner, sachant que je ne pensais pas retourner dans la même unité en fait. Et vous croyez en quelque chose, en Dieu, au destin Alors, je dirais que je ne suis pas croyant, dans le sens croire en Dieu. Par contre, je pense que c'est important de croire en quelque chose. Ça peut être Dieu, ça peut être soi, ça peut être croire aux autres, ça peut être croire en une passion, en l'amour, en la vie, l'amitié. Mais ce qui est dangereux, c'est quand tu ne crois plus en rien. Oui. C'est surtout ça. J'ai envie de dire, peu importe en quoi tu crois, il faut que tu crois en quelque chose. C'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui te motive en fait. Parce que quand tu n'as pas ça, en fait, tu n'as plus rien en fait, quand tu n'as pas de motivation. Moi, j'ai pas de croyance personnelle, mais je pense que la connaissance de la psychanalyse et des éléments, de ce que j'en sais, parce que je l'ai entendu, ça fonctionne comme une foi pour moi. C'est-à-dire que l'idée d'être constitué de telle façon, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de références extraordinaires dehors, j'ai besoin simplement de ça, de penser qu'il y a des choses qui sont dans la tête, qui sont accessibles, qui ne le sont pas, qui surgissent, qui sont foulées, qui reviennent. Moi, ça me suffit. Mais voilà. Je pense que si la psychanalyse n'existait pas, je serais complètement différent. Je pense que je serais complètement différent. Concernant votre pensée, Voilà, vous ma allez pensée. comprendre. C'est ça. Pourquoi à tel moment je peux avoir tel comportement, pourquoi tel souvenir me tracasse, finalement, la grille analytique me permet d'accepter, de le comprendre. Et voilà, bon, l'histoire de Dieu, personnellement, je ne crois pas, mais il faut que je y crois, donc il y a quelque chose, au moins du côté de leur croyance. Ce qui m'a paru très important, plutôt dans vos paroles, c'est ce que vous avez dit sur la honte, le fait de pouvoir l'écrire, et d'avoir aussi conscience, et sans doute c'est lié évidemment, via ce sentiment de honte, à l'idée qu'au fond vous utilisiez votre maladie, que cette maladie, elle vous servait à répondre à certaines questions, à certaines frustrations. C'était comme, voilà, il y avait quelque chose de la manipulation qu'implique la maladie. Ça a été le déclic en fait, ce dont vous parlez, parce que il y a effectivement le fait que j'ai une famille qui m'a beaucoup aidé, il y avait un traitement qui était adapté, mais cette chose-là, pour moi, ça a été le déclic de me rendre compte que finalement la maladie me servait à ce moment-là. Et ça a été le déclic pour pouvoir avancer, parce que à partir du moment où on est malade, et à partir du moment où on comprend pourquoi on est malade, là on peut progresser en fait, surtout quand c'est une maladie psychique. Il y a le côté conscient, la partie, on va dire, entre guillemets, oui, la partie consciente, je ne vais pas utiliser un autre mot, j'allais utiliser sain, mais la partie saine, mais partie consciente qui vous a aidé, qui vous a permis de vous appuyer sur quelque chose, et sur une partie de vous-même donc qui voulait savoir, qui avait envie de sortir de là. Et puis, donc prendre conscience de ce qui était refoulé, ce qui était derrière, ce qui était inconscient, ce qui était... n'accédait pas à votre l'écriture a permis ce processus-là, en fait. Parce que, en fait, ce processus, il aurait aussi été permis en discutant avec un psychologue ou avec un psychiatre, mais comme je n'arrivais pas à me livrer, c'était pas possible. Parce que du coup, pour que le psychologue puisse faire son travail comme il le veut, il faut aussi lui donner de la matière. Moi, je n'arrivais pas à lui donner cette matière. Donc la matière, je l'ai eue en écrivant. Après, ça aurait pu être par plein d'autres choses. Ça aurait pu être en écrivant des morceaux de musique, en faisant de la peinture. Il y a plein de... Et quand tu dis qu'elle servait, est-ce que c'est la même chose que de dire que tu comprenais qu'elle avait du sens? Donc justement, je voudrais voir s'il y a une nuance. Je comprenais le sens qu'elle avait, je dirais. D'accord. À ce moment-là, ouais. Parce que le sens qu'elle avait, c'était que pour devenir quelqu'un d'important, je n'y arrivais pas dans ma réalité. Donc je m'étais inventé une réalité parallèle dans laquelle j'étais un personnage, en fait.
Donc du coup, je comprenais le sens de la maladie quand même. Je vois bien ce que vous voulez dire. Y a-t-il un pilote dans l'histoire? Y a-t-il un pilote dans